Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se retrouve un peu partagé, un peu embêté, pris entre deux feux, entre l'amour profond et solide qu'il porte à James Cameron et la méfiance farouche, pour rester poli, que lui inspire Robert Rodriguez. Aussi lorsque les deux s'associent, qui plus est pour signer l'adaptation en live action d'un manga culte, nous voilà bien embarrassés, mais nous allons passer outre ces tiraillements pour affronter comme il se doit Alita Battle Angel avec le quintet de cyborgs de la critique réunis ici autour de la table. Rafik Djoumi, salut Rafik. Salut. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Thomas. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 175 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Alita Battle Angel, donc, c'est l'adaptation de Gunem, je sais pas si je le prononce bien, Gunem. Moi j'ai toujours dit Gunem. Gunem, ouais, C'est dur à prononcer. C'est dur à prononcer. Bon, Gunem, vous voyez de quoi je veux parler, de Yukito Kishiro. Et ça nous raconte les exploits d'Alita, donc cyborg adolescente, bazardée dans un 26e siècle post-apocalyptique où la guerre fait rage et où son destin et son passé extraordinaire lui seront peu à peu révélés. I remember the war. The ground shook. The sky burned. Who was I? Derrière la caméra, donc, c'est le terrible Robert Rodriguez, mais l'ombre de James Cameron pèse sur l'ensemble du projet, puisqu'il co-signe le scénario, il coproduit le film, et surtout, son nom est attaché à l'adaptation de Gunem depuis presque 20 ans maintenant. Au casting, dans le rôle titre, on trouve Rosa Salazar, qu'on avait aperçu notamment dans la série des Labyrinthes, avec à ses côtés Christophe Waltz, Jennifer Connelly ou encore Mahershala Ali. Votre avis sur Alita Battle Angel, les amis? Julien Dupuis, bonjour. Tout ça n'aura servi à rien. Tout ça n'aura servi à rien, je suis désolé. C'est vachement dur. T'as dit il faut passer outre. Enfin, ou t'as dit nous allons passer outre. J'ai dit, on va tenter de passer outre. Mais pour moi c'est impossible. C'est trop difficile. C'est-à-dire tu peux pas. Je peux pas m'empêcher. C'est quand même un film que on a tous, enfin, en tout cas moi, j'ai suivi, j'ai rêvé, j'ai attendu depuis des années, quoi. Et à chaque fois, je me dis tiens, comment il va le faire? Et c'est depuis 2000, je crois. Avant même, je crois, un fin peu des années 90, en fait, c'est Guillermo del Toro qui avait prêté une VHS, de l'OAV qu'on a tous eu en France. Je sais pas s'il avait prêté l'OAV ou les mangas. Enfin, bon, non, c'était apparemment une VHS, dit-il, qu'il a regardé 2 fois. En rentrant chez lui, quoi. Et donc oui, je crois qu'on a été au courant à peu près 99 dans ces eaux-là. Enfin, c'était après Titanic, mais il avait déjà commencé apparemment à bosser sur le truc. Ce que j'ai compris, parce que c'est moi ce que je me demandais, comme tout le monde d'ailleurs, que ce que Rodriguez fout là-dedans. Il semblerait que James Cameron était engagé sur Titanic et que le film était over budget, la Fox était en mode panique et qu'en gros pour les calmer, il leur avait promis une franchise à venir, mais il lui fallait un réalisateur à placer sur cette franchise et que c'était à cette époque-là qu'il leur aurait proposé Rodriguez, qu'il avait déjà rencontré, avec qui il avait déjà eu pas mal d'échanges. Rodriguez a dit hier à l'avant-première que c'était au moment du tournage d'Avatar et que James Cameron était... Ça, c'est la deuxième fois, en fait, la deuxième rencontre. Mais non, ils se connaissaient déjà avant. Alors, ils se connaissaient depuis le milieu des années 90, en fait. Ils se connaissaient déjà. Alors moi, j'ai cru comprendre qu'ils se connaissaient quand Rodriguez, il a commencé à tourner des films en 3D, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Robert Rodriguez, c'est une tâche. Enfin, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Non, mais par contre, c'est un mec, parce qu'on a tous dit, enfin on n'a pas tous dit, Dieu merci, j'ai jamais dit une ânerie pareille, mais je me rappelle qu'à l'époque de Sin City, il est bien loin ce temps-là, mais il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, tout le monde te sortait tout le temps, mais c'est une révolution, tu vas voir, il est en train de tout changer. Bon, c'était déjà pas une révolution, enfin je veux dire, c'était un truc qui, depuis La Menace Fantôme, tu savais que c'était une erreur de fabriquer des films de cette façon-là et que c'était complètement con et que ça n'avait aucun sens en fait cinématographiquement parlant. Mais par contre, le truc, c'est que Rodriguez est un des pionniers de cette renaissance du tournage en 3D native et qu'il l'a fait alors que Cameron était en train de travailler justement là-dessus et qu'ils ont eu en fait des échanges vraiment assez proches à cette époque-là et qu'il a même utilisé les PES Fusion qui étaient donc les rigs caméra 3D qui ont servi notamment pour Avatar ultérieurement un peu avant Avatar. Donc ils se connaissent quand même depuis cette époque-là. Je savais pas du tout pour le années 90, moi c'est les propos de Rodriguez dans le numéro d'Empire qui était consacré
consacré à Alita. Et il y a un autre. Peut-être qu'il fabule. Hein. J'en sais rien. Non, mais c'est possible. Alors, l'autre truc aussi qui est peut-être intéressant, c'est que j'ai interviewé John Lando hier. Je lui ai demandé, c'était une des questions qui était évidente. Coproducteur du film, qui est le bras droit en fait de James Cameron depuis Titanic, enfin depuis True Lies, ils se connaissent, mais depuis spécifiquement Titanic, ils travaillent ensemble. Alors, mais pourquoi Rodriguez, quoi? Ce qui est un peu la question que tout le monde se pose. Et lui m'a expliqué que pour Cameron et lui, Robert Rodriguez réussirait à apporter quelque chose que James Cameron ne savait pas faire, qui était un film pour ados en fait. Et c'est vrai que Gunn, alors surtout dans le manga, il y a un côté définitivement ce qu'on a appelé ultérieurement le young adult, mais c'est complètement ça. Hein, Gunn est encore une fois plus le manga que le AV. Hein. Et c'est-à-dire le truc post-apocalyptique, en rupture avec la société des adultes, sur la découverte de ton corps et les passages à l'adolescence. Et à tort ou à raison, James Cameron et John Lando ont estimé que le parcours en fait et la sensibilité de Rodriguez pouvaient faire permettre en fait de faire un pont entre les trucs un peu plus PG et les trucs un peu NC-17 parce que apparemment parce que il serait allé plus dans cette direction-là, Cameron, lui, avec le matériel de base. Et sa sensibilité irait plus là-dedans. Et eux, ils voulaient un côté un peu plus, je sais pas comment dire, à la cool léger, quoi, ce qu'ils sont définitivement dans les parties, notamment de roller ou de trucs comme ça, quoi. Donc le résultat. Alors le résultat, voilà, bon, ça c'est l'historique, mais c'est intéressant quand même parce que je pense que c'est surtout sur un projet comme ça. Donc moi, en ce qui me concerne, donc j'ai pas pu m'empêcher de passer mon temps à regretter en fait ça et à me dire mais pourquoi lui, quoi, c'est terrible. Alors alors, après de façon plus factuelle, la vraie problématique en fait de Robert Rodriguez dans le film, c'est que c'est pas vraiment du Robert Rodriguez, c'est-à-dire qu'il tourne pas comme d'habitude. Ça, c'est encore un truc aussi auquel j'ai eu l'occasion de lui en parler hier. Mais par exemple, il y a pas des raccords dans l'axe tout le temps, ce qui est un truc qu'il fait tout le temps pour dynamiser à bon compte sa mise en scène, Robert Rodriguez. Donc il y a pas ce genre de truc. C'est un tout petit peu plus travaillé. C'est pas lui qui fait la photo. Ça change beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire, contrairement au truc de la Machete ou des horreurs comme ça. Bon là, c'est Bill Popp quand même qui fait la photo. En plus, c'est Bill Popp qui fait de la 3D native avec des super belles rigs, donc ça c'est quand même agréable, c'est un vrai truc, voilà. Et mais le film est quand même, moi j'ai eu un gros problème en fait pour rentrer dedans, c'est-à-dire que je pense qu'il m'a manqué deux choses. Il m'a manqué d'une part un univers qui existe pour lui-même de temps en temps, c'est-à-dire des instants de flottement où j'aurais eu le temps en fait de m'installer un peu à Iron City, à voir comment ça fonctionne, avoir l'impression de naviguer dans les étals et tout. Mais je pense que c'est un problème d'incarnation en fait. C'est un problème ça existe pas vraiment en fait. Tout ça n'existe pas réellement. Il y a ça et puis il y a un gros problème je trouve avec les antagonistes et les méchants qui sont c'est des fois le côté bisseux en fait de Rodriguez. Et quand je dis bisseux, c'est malgré lui, hein, parce qu'il fait beaucoup d'hommages au cinéma d'exploitation, mais pour moi il a un vrai côté bis, ce mec, qui est inhérent à lui en fait. Là pour moi il revient au galop. Ceci étant dit, il y a donc la satisfaction technique dont je parlais tout à l'heure. Il y a quand même des trucs de design, moi, que j'ai adoré. C'est-à-dire que tu pars quand même d'un manga qui a un design de dément. Là, c'est toute l'équipe d'Avatar qui a designé le film. Et ça sent, enfin, t'as des trucs super avec les robots, etc. Mais moi, le truc, en fait, qui m'a fait tenir sur le film et qui est, pour moi, un motif de satisfaction en soi, c'est elle. Et elle aurait pu être tellement plus belle chez Cameron, c'est une évidence, mais il n'empêche que elle est là et il y a quand même une concordance de choses où tu sens que John Lando et Cameron ils faisaient gaffe à ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture, il y a le manga de base et le personnage, et ce que ce personnage trimballe en elle-même. Il y a l'écriture qui, sur le personnage, moi je le trouve très très belle, quoi. Il y a des idées de scènes incroyables, même si elles sont desservies par la mise en scène. Il y a des idées de séquences absolument magnifiques. Il y a Rosa Salazar qui est incroyable, et j'aurais peut-être dû terminer par ça parce que je pense que c'est l'élément primordial. Pour moi, c'est au niveau casting de comédiens pour ce type de personnage, on va dire, avec cette technologie-là, c'est du niveau d'Andy Serkis avec César ou de Zoé Saldana pour Neytiri, quoi. C'est la même chose. Je la trouve absolument fabuleux. Et puis il y a quand même le travail aussi d'Ueta qui est, je pense que ça va peut-être
semblait un peu moins évident en fait que par exemple les singes ou même peut-être que les avatars, mais techniquement c'est une prouesse monumentale quoi. Et je pense que c'était une des raisons en fait qui intéressait en fait Cameron, c'est-à-dire qu'au-delà de la figure de femme, au-delà de traiter de la puberté, au-delà d'avoir cette espèce de parabole très courante en fait dans la SF, un peu à la, je sais pas, Elysium l'avait repris aussi avec les nantis inaccessibles et la plèbe qui était en bas, au-delà de faire le truc post-apocalyptique sur les dangers de la guerre, mais aussi les bénéfices de la guerre, puisque le corps qui va la révéler est un corps de guerrière. Au-delà de tout ça, je pense qu'il avait cette ambition qui est là et a perduré en fait dans cette version Rodriguez, qui était de nous faire sentir en fait de l'empathie et plus d'empathie que pour les personnages d'ailleurs de chair en os, pour un personnage entièrement numérique en fait, et qui a un très beau projet et qui pour moi reste en fait quand même dans le film malgré tout quoi. Et rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup. Perrine. Je rejoins en fait Julien. Alors sur toute la partie purement technique, j'avoue que j'étais pas aussi renseignée. J'étais très contente d'apprendre ça de la part des garçons. Je vais faire office de bande à part à table. Je n'ai pas autant de haine vis-à-vis de Robert Rodriguez que mes collègues du tout, sans penser que c'est un très grand cinéaste. J'ai beaucoup moins de colère vis-à-vis de lui. Donc en fait quand j'ai su que c'était lui, moi j'ai un peu regretté que ce soit pas James Cameron, mais sorti de ça j'avais envie juste de voir ce que c'était. J'étais pas très attirée à la base dans les bandes annonces ou quoi que ce soit par le design, ça me donnait pas plus envie que ça. Et en fait dans le film justement j'ai apprécié être totalement contredite par ça. Je trouve que justement, et c'est là où je rejoins totalement Julien, ce qui moi m'a fait m'a attiré pendant tout le film, c'est Alita, c'est ce personnage. C'est un personnage vraiment bien écrit. C'est un personnage qui est complexe, qui a vraiment, il y a une complexité dans ses sentiments, dans ce qu'elle peut, elle évolue vraiment. C'est un personnage qui va vraiment tout au long du film. Elle part pas déjà forte. Il y a vraiment une intelligence sur ce personnage. Au-delà de l'idée de c'est une femme, blablabla, on est vraiment au-delà de tout ça. Il y a quelque chose de très très brillant. Et encore une fois, Rosa Salazar, je ne fais qu'appuyer ce qu'a dit Julien, elle est vraiment, vraiment fabuleuse. Et c'est à la fois la grande force et presque d'une part un petit peu la faiblesse aussi du film, c'est-à-dire qu'à côté presque tout le monde fait pas le figure. Et en fait, je pense que l'un des problèmes d'Alita, c'est que il a beaucoup de choses à raconter en 2 heures. Beaucoup de trucs. Donc c'est-à-dire il doit nous mettre dans un univers, nous expliquer cet univers, nous expliquer les relations entre les personnages, comment on en est arrivé là. Enfin, il y a beaucoup de choses à nous expliquer, ce qui fait que beaucoup de lignes, beaucoup d'arcs narratifs passent un peu à la trappe, sont juste évoqués par des petites touches, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'y accrocher. Je pense notamment à la relation entre Alita et son père de substitution joué par Christophe Waltz, la relation entre Christophe Waltz et son ex-femme jouée par Jennifer Connelly. Tous ces arcs-là, ces mini-arcs-là, ont du mal à prendre totalement puisque il y a un tel intérêt donné à Alita et c'est normal que au fond on s'en fout un peu du reste. Donc il aurait peut-être fallu faire un choix, peut-être éliminer certaines choses pour en tout cas aller un petit peu être un peu plus fluide, un petit peu moins bordélique. Et moi justement cet univers là, ce monde Iron City, oui. Moi il m'a plutôt plu. Je suis d'accord que j'aurais aimé y passer un petit peu plus de temps, être un tout petit peu plus dedans, mais il y a un côté mélange de slums et de Nouvelle-Orléans, avec parfois des plans de la nuit où on pense à Blade Runner très légèrement pour certaines lumières, etc. Sans que ça ressemble du tout, mais il y a des plans avec de la pluie, etc. On pense un peu à ça. Mais je trouve que, en fait, ce qui m'a particulièrement attiré dans le film, c'est une espèce de violence inhérente avec les personnages. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont donc il y a des personnages qui sont tout humains, mais il y a beaucoup de personnages qui sont mi-humains, mi-machines, voire majoritairement machines et très peu humains. Et ça, j'aime beaucoup ce que ça provoque. J'ai un malaise qui se provoque pendant tout le film. Il y a beaucoup de figures qui sont empruntées à l'horreur, où on voit des cadavres marcher comme ça, avec des bouts de cadavres avancés, etc. On a l'impression de voir des zombies. Il y a quelque chose où il y avait un profond malaise chez moi sur la manière dont on traitait le corps, de dire cette vie qu'on peut reconstruire, qu'on peut réaménager en permanence, à laquelle on peut rebrancher n'importe quoi parce que la technologie le permet. On la maltraite en permanence, elle n'a plus aucune importance, on a l'impression que chaque personnage qui est fait de briques et de broc est en espèce de PTSD permanent. Et ça, il y a quelque chose il y a une séquence dans un bar où elle y va, puis elle va confronter tout le monde, et on a l'impression de voir une bande de bras cassés en souffrance en face d'elle, que je trouve assez jolie pendant tout le film. Il y a cette violence permanente du corps
et de la psyché des personnages, moi, m'a énormément plu. Ça vient vachement du manga. Hein. Alors, ça, je veux bien le croire complètement. Et je trouve que pour le coup, moi, je n'ai pas lu le manga, mais par contre, je trouve que si ça vient du manga, c'est particulièrement bien retransmis dans ce film-là, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment sincèrement ressenti avec ces personnages qui, vraiment, il y a un qui va s'avérer être un antagoniste qui mise tout sur son visage, parce qu'il n'est que robot. La seule chose qu'il a d'humain, c'est son visage. Et à un moment donné, il va perdre une partie de son visage et ça va être un traumatisme pour lui. Et je trouve que cette scène, elle est pas assez mise en avant. Malheureusement, la mise en scène ne l'aide pas des masses. Mais il y a quelque chose de sublime dedans, de se dire c'était la seule chose qui le rattachait à une forme d'humanité. Et je trouve ça très beau, tous ces personnages qui se rattachent en permanence à l'idée d'une forme d'humanité, une humanité nouvelle, où on peut se bricoler en permanence, se recréer et en même temps, mourir n'est pas une option, mais ça risque d'arriver. Et je trouve que il y a quelque chose comme ça que le film transmet et qui n'arrive jamais à totalement porter au nu, parce qu'encore une fois, il veut raconter beaucoup trop de choses d'un seul coup. Et puis je terminerai juste sur cette figure permanente qu'on voit de l'étage supérieur, là, Zalem, la ville au-dessus, où on a ce méchant, ce Nova qui apparaît, qui est une sorte de ressuscité de James Cameron. J'ai découvert à la fin que c'était Edward Norton, mais pendant très longtemps, j'ai cru que c'était James Cameron, et qui était là. C'est assez impressionnant. Et c'est assez impressionnant. Et en fait, je trouvais ça plutôt intéressant, finalement, de l'idée que c'est James Cameron qui surveille d'en haut, qui regarde tout et qui regarde tout à travers les yeux des autres, qui a cette possibilité d'être dans la tête des autres, ce qui littéralement est dans le projet, ce qu'il est dans le projet. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant là-dessus, qui fonctionne plutôt bien. Après, le film, moi, je trouve, est assez bancal. Faut mieux le prendre à la blague, quand même. Parce oui, que, faut le prendre à la blague. Métaphoriquement, ce que ça veut dire. Ah bah oui, sinon c'était un peu flippé. Mais en même temps, surtout que c'est pas ça le film à la fin. Il est là tout le temps. Mais moi, il y a quelque chose qui je trouve assez fascinant. Après, voilà, je trouve qu'il y a des vrais côtés bancals, mais ça ne reste absolument pas du tout honteux ni désagréable à regarder. David. Oui, alors moi je suis un peu comme Perrine, j'avais pas lu le manga et j'avais des attentes très réduites du fait que le nom de Robert Rodriguez, alors à l'inverse de Perrine, mais moi me fait fuir. Il y a un film dont on a parlé dans nos ciné il y a quelque temps qui est un projet qu'on peut un peu comparer, c'est Mortal Engines où on avait déjà regretté le fait que ça soit pas le cinéaste à l'origine du projet qui fait l'accomplissement à la fin. Là, en comparant les deux, je trouve que c'est quand même une réussite en comparaison, notamment parce qu'il y a des idées qui devaient être dans le script et qui sont aussi issus du manga, qui ont une telle puissance que ultra storyboardé au fil des ans aussi. Voilà, et que en fait même des animatiques, je pense, qui viennent de même entre guillemets mal rendu, c'est quand même extrêmement puissant. Il y a une scène, je sais pas si on peut en parler, mais qui se joue autour du cœur de l'héroïne, qui enfin, à mon avis, sur le papier, c'est extraordinaire. Dans le film, c'est raté dans la manière dont c'est réalisé, mais l'idée est tellement forte que j'ai quand même été touché. Mais c'est une scène très intéressante. Quand t'as envie d'analyser l'image, tu vois comment une belle idée au scénario a besoin d'un vrai scénario. Ouais, totalement. Et là où tu te dis, putain, merde, Rodriguez, quoi. C'est dommage, quoi. Effectivement. Donc c'est vraiment une scène de bascule, mais en même temps, donc c'est aussi comme ça qu'on peut avoir des regrets, parce que le film, que je trouve au final quand même très bon, aurait pu être fatalement merveilleux, quoi. Mais il y a pas mal de choses que je trouve intéressantes dans le film, notamment il y a un truc qui est pour moi un plan, c'est un plan à la fin d'Avatar que je considère comme un tournant absolument majeur dans l'histoire du cinéma. C'est le plan où en fait, après que l'univers de Cher et l'univers numérique aient été disjoints pendant tout le film, à un moment donné, la Na'vi vient toucher le visage du personnage humain principal. Et ce plan, juste ce moment-là, pour moi, est un tournant très important dans l'histoire du cinéma. Et en fait, au début d'Alita, donc c'est pas du tout au même niveau, mais en fait, il y a un plan qui repose sur cette idée, cette puissance de la rencontre entre l'organique et le numérique. C'est une scène où elle croque dans une orange, et en fait le personnage composé par la performance capture et remis en image par le numérique va se saisir d'une orange, croquer dedans, avoir une réaction hyper bien rendue sur son visage de ce que ça serait si on croquait vraiment dans une orange, qui en même temps
installe hyper bien le personnage parce que on voit qu'elle prend peu à peu conscience de ses sens, etc. Et voilà, ce genre de détails dans le film sont d'une telle puissance que déjà on comprend les personnages, on comprend les enjeux, on comprend un certain nombre de choses de l'univers, et c'est déjà beaucoup de choses en fait au cinéma. Donc moi j'ai été très séduit par l'ensemble de la direction artistique. Il y a des séquences de combats qui sont extrêmement bien composées et enfin voilà qui fonctionnent tout simplement. Et après, je rejoins ce qui a déjà été dit sur le fait que ce qui plombe le film, c'est la direction d'acteurs sur les autres acteurs, en particulier Christophe Waltz, moi que je trouve en dessous de tout. Mais en fait, j'ai l'impression que cet acteur, il y a que Tarantino qui arrive à lui faire des. Ça fait plusieurs fois. Là, c'est pas la première fois je trouve qu'il plombe un film, alors que je le trouve extraordinaire dans les deux Tarantino. Il y a pas que lui dans le film. Mais là, en fait, il a un rôle très important et je le trouve qu'il est en dessous des autres, quoi. Et il est très froid. T'aurais aimé avoir un air très chaleureux. On a presque l'impression qu'il croit pas du tout à ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il croit pas du tout. donc c'est quand même un problème. Voilà, donc par surprise, ça m'a vraiment assez enthousiasmé. Et il y a des moments un peu laborieux dans le film, des moments aussi à l'inverse où en fait une bonne idée d'image n'est pas suffisamment maintenue. Parfois on se dit ça aurait valu le coup de tenir ce plan une seconde de plus ou d'aller un petit peu plus loin. Il y a un moment où la caméra passe derrière les sortes de chaînes que lance le personnage du méchant et par un jeu de focale cadre le personnage d'Alita derrière, et ce plan, il y a un cut qui vient vraiment trop tôt, et enfin il y a plein de petits moments comme ça où on se dit il y a une matière qui est extraordinaire, et c'est quand même pas si mal que ça, quoi. Enfin j'ai été très agréablement surpris pour ma part. Stéphane, le problème de la matière en soi, c'est que moi je suis très surpris que Cameron et Lando voulaient avoir éventuellement une approche plus ado sur un film comme ça, parce que en tout cas sur l'adaptation de ce manga-là, parce qu'à la base, en gros, Gunnem c'est Rollerball plus Blade Runner plus Mad Max, et c'est quand même des trucs très métal hurlant, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ça la logique. Donc toute l'idée, c'est assez furieux, et alors effectivement t'as ce personnage au milieu, mais qui découvre en gros son corps, la vie, tout ça. Mais le truc, c'est que donc moi je comprenais beaucoup plus l'angle qu'aurait abordé James Cameron dans l'absolu, c'est-à-dire d'aller dans un truc plus vénère. Et ça se ressent même par exemple dans les scènes de Motorball, c'est-à-dire que le souci de ces scènes-là, c'est que c'est à peine plus évolué pour moi que du Spy Kids, c'est ça le problème aussi, quoi. Mais tout ça fait partie d'un problème d'incarnation, je pense, qui est général, c'est-à-dire pour moi, je dirais ça comme ça en fait, pour accorder ça à Rodriguez, c'est que c'est le meilleur Rodriguez et le pire James Cameron. Donc le meilleur Rodriguez, ça veut pas dire grand chose, le pire James Cameron, ça veut malheureusement tout dire pour moi. Je compte pas Piranha 2 évidemment, mais voilà. Et le souci, c'est que quand je dis qu'il y a un problème d'incarnation, et c'est là où en fait tu vois que pour moi Rodriguez c'est vraiment un très très mauvais réalisateur en fait, c'est que on est quand même ça fait à peu près 120 ans que ça existe au cinéma, un peu plus. Donc on a quand même appris à diriger les acteurs, on a appris à les rendre, palpables en fait, à ce qu'on ait de l'empathie pour eux. Et à côté de ça, en fait, ça fait 15-20 ans en fait qu'on travaille sur des personnages numériques, et c'est très très dur de les incarner. Et ça, effectivement, le film y arrive avec Alita de fort belle manière. Elle est assez, c'est vraiment le point d'ancrage. Et à côté de ça, c'est même pas pour moi que, comment il s'appelle, Christophe Waltz ou Jennifer Connelly soit mauvais. C'est qu'en fait, en gros, ils sont pas mauvais, on leur donne rien. Il y a rien à jouer. Il y a rien à jouer. Si, ils ont des trucs à jouer. Le problème, c'est qu'en fait, la façon dont on les dirige, c'est comme on a dirigé Mickey Rourke dans Sin City ou tous les autres persos. C'est-à-dire, il y a quand on sait la façon dont Sin City s'est fait, vu en fait les problèmes de planning, en fait, il se retrouvait à jouer. Par exemple, Mickey Rourke se retrouvait à jouer tout seul en face d'une doublure, et on intégrait Rosario Dawson en face ou je sais pas qui, etc., etc. Et du coup, ce problème de désincarnation, si t'avais quelqu'un qui savait vraiment diriger les acteurs, ça pourrait passer. Si t'avais quelqu'un qui savait monter, ça pourrait passer. Mais du coup, le problème, c'est que ça passe pas du tout, parce que tu sens qu'ils sont complètement décalés. Et là, c'est exactement le même souci. C'est-à-dire qu'on a effectivement un personnage extrêmement présent, qui est le personnage d'Alita, et tous les autres persos à côté,
le gamin qui joue son mec là, c'est hallucinant. C'est-à-dire que la scène du cœur dont on parle, là où elle est très très forte, c'est qu'elle synthétise tout le cinéma de James Cameron en fait. C'est-à-dire vraiment en une scène, c'est la gamine qui sort, c'est un cœur artificiel mais qui coûte une blinde en fait. Elle le sort, elle le montre comme ça, elle lui dit je te le donne quoi, je te le donne. Et c'est littéral en fait. Et il y a même cette phrase où elle lui dit putain ça a été intense en fait cette scène. Elle lui dit ce passage il a été intense et tu sens jamais l'intensité de la séquence. C'est ça qui est terrible en fait. Et le truc c'est que et le gosse en face il est là. Alors que t'as limite ça devrait être pour lui être la plus belle femme du monde qui lui sort la plus belle déclaration au monde et lui il est voilà. Et donc du coup t'achètes jamais ça. Alors le truc d'incarnation, un truc que je voulais dire, c'est d'un point de vue technique pour le coup et bizarrement Rodriguez revendique beaucoup le fait d'avoir pas du tout procédé comme Sin City et d'avoir pris les leçons de l'abus de fond vert et il insiste sur le fait que ça a été tourné dans des décors son film d'avant c'était Sin City 2 non mais en tout cas je sais pas pourquoi il a ce positionnement mais c'est ce qu'il dit dans la promo. Je pense qu'il a ça c'est une autre problématique vis-à-vis de Rodriguez, c'est que c'était quand même un peu le rebelle en carton quoi si tu veux. C'est-à-dire que c'est quand même le mec qui te dit qu'il va fuck le système machin etc puis qui fait le film des autres quoi. C'est-à-dire il fait le film de Frank Miller sur Sin City, il fait le film de James Cameron sur Battle Angel. Ouais, à un moment donné bon. Et le problème c'est que il y a moi je pense qu'il y a c'est-à-dire que oui effectivement il y a cette idée d'essayer de représenter le cinéma de James Cameron sans que ça soit James Cameron. Je suis d'accord avec toi David sur le fait que effectivement ça en termes de sous-traitance de mise en scène, ça passe quand même mieux que Mortal Engines, quoi, on va dire. Effectivement, parce que 2 fois plus de budget, 2 fois plus de développement, et un sait producteur comme John Lando. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut aussi replacer le truc. Je replace, mais il y a un autre truc, c'est que t'as Bill Pope, t'as les animatiques de James Cameron, qui à mon avis a travaillé depuis des années, etc. Donc oui, à mon avis, il y a tous ces trucs qui rentrent en ligne de compte. Mais au final, il y a un vrai problème d'incarnation. Incarnation dans la ville, incarnation dans l'univers, incarnation dans les choses. Et après, effectivement, il avait tout en main en fait, Robert Rodriguez. Tous les petits trucs un peu de petits malins. C'est-à-dire qu'on parle de Nova qui effectivement, à mon avis, renvoie à James Cameron. Ça, à mon avis, c'est une idée de Rodriguez. Le gamin, en fait, qui joue le Love Interest, c'est Rodriguez, en gros. Il apparaît comme ça, avec le bandana et tout, littéralement. Et donc, si tu vas un peu plus loin que ça, en fait, tu vois, c'est Nova qui en veut à Rodriguez, etc. Sauf que malheureusement, dans les faits, moi, j'aurais bien aimé, en fait, que Cameron ait vraiment la main mise sur le projet global, quoi. C'est-à-dire que ça ressemble encore un peu trop à du Rodriguez pour, me convaincre. Mais passer la surprise de effectivement c'est pas Machete quoi. C'est pas c'est pas Sin City et c'est pas ce genre de choses. Mais ouais, quand tu connais la BD, quand tu sais en fait ce que représente quand même l'animation japonaise pour James Cameron, quand tu sais toute cette culture là, voilà, c'est vraiment dommage de te dire que il n'est pas réussi à caser ça pendant 2 ans dans son planning pour le faire quoi. Mais ça reste effectivement le meilleur Rodriguez. Ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Trafic. Oui, moi je parle pour tous ceux qui, comme nous, autour de cette table, ont pu découvrir l'OAV, parce qu'on a découvert l'OAV avant de découvrir le manga en France. Mon souvenir, le manga n'était pas encore disponible en français. Moi, je me souviens qu'à l'époque, le destin du personnage de Hugo, qui devient Hugo dans le film, m'avait carrément fait pleurer. J'avais vraiment chialé sur sa séquence et voilà, c'est un peu à cette image-là que j'attendais le projet pendant une vingtaine d'années. C'était la promesse d'une émotion réelle. Je reprends les propos de Perrine sur ce qu'elle a ressenti de la chair sacrifiée dans cet univers. C'est effectivement quelque chose qui est au cœur du projet. Enfin, c'est un monde qui nous présente une humanité complètement blessée, dont on a détruit absolument tous les espoirs, quoi. Et à chaque fois dans cette histoire, on a l'impression qu'un personnage va enfin obtenir quelque chose et toujours tout est cassé en permanence. Voilà. C'est effectivement le cœur du projet. Donc l'implication émotionnelle, elle est vraiment ce qui aurait dû faire exister ce projet-là. Quelqu'un comme
comme Rodriguez m'a toujours donné l'impression d'un type qui ne croit en rien en fait. Il croit pas en ces univers. Ce sont des univers qui l'amusent. Il trouve probablement que les couleurs sont très jolies, mais à aucun moment il a envie qu'Iron City soit une vraie ville qui a vraiment existé avec des vrais gens. Moi, j'ai rarement vu des figurants aussi nuls que on a l'impression qu'ils ont été chercher les mecs à la plage sur la plage de Miami, qui leur ont foutu 2-3 chapeaux rigolos sur la tête et de les faire se balader dans le décor. C'est d'un artifice, mais vraiment dingue, quoi. Quant au concept de tirer ça vers le young adulte, moi j'avais plutôt l'impression de me taper une production Nickelodeon dans le côté ripolliné à mort, parce que la découverte de son corps, de l'adolescence, de ses hormones, etc. Ça aurait pu donner justement quelque chose d'un peu plus organique. Là c'est le personnage de Hugo. Voilà, il a des beaux pectoraux quand il se réveille le matin. Voilà, torse nu dans son plumard, en mode sexy quand elle vient le voir, quoi. C'est d'une artificialité, mais vraiment stupéfiante. Et moi, ça me surprend justement qu'on les laissait faire à ce niveau-là, dans la non-existence d'Iron City. Je dirais que le reste, tout ce qui est de l'ordre des séquences d'action, c'était déjà géré. Je pense que quand Cameron lui a balancé, je crois que c'était 1000 pages de dessin, en plus d'un script de 180 pages. Comment ? C'est de notes. Oui, de notes diverses et variées, mais aussi des dessins. Alors les dessins, voilà. avant, et il y avait déjà toute une partie du boulot qui était là, quoi. Et la séquence de Motorball qu'on a dans le film, je pense que la plupart des idées de la façon avec laquelle ils se passent les uns au-dessus des autres, et c'est comment elle utilise, comment elle utilise les armes des adversaires contre eux et tout ça. Je pense que tout ça c'était déjà réglé. Tout ce qu'on lui demandait, c'était de donner un peu de chair aux séquences intimistes. Et là, t'es en train de te taper une putain de production de Dan Schneider pour le Disney Channel, quoi. Mais c'est déprimant. Mais c'est même pas du niveau d'une pub pour Nike, quoi. Quand elle découvre le Motorball dans la rue, quoi. On est vraiment bien en deçà. Ce type est exécrablement mauvais, quoi. C'est quelqu'un qui ne croit absolument pas en la réalité de ses personnages. Et il y a Jay Courtney dans le film. Ah non. Un plan. Mais non, mais un plan. Le film va se planter. C'est ça. J'ai pensé à la même chose. C'est le tueur de franchise. Merde, pas lui. L'homme qui tuait toutes les franchises et qui transformait l'or en plomb. Donc voilà, pour moi c'est ça. Si on pouvait avoir des Blu-ray qui, je sais pas moi, à 10 centimes d'euros où tu n'es qu'une scène du film, tu vois, je prendrais effectivement des scènes d'action sans dialogue qui m'ont relativement plu, relativement distrait. Pour le reste, rester sur Disney Channel, voilà. Ou sur les pubs Nike. Mais c'est ça qui est aussi le truc, c'est que l'incarnation en fait de ces personnages. Je n'ai plus la maîtrise de cette émission. L'incarnation de ces personnages aussi, c'est que je pense que effectivement Lando et Cameron se sont vraiment concentrés sur Alita. Et la problématique de Rodriguez, c'est que quand tu regardes Avatar, le personnage de Neytiri, c'est James Cameron aussi, c'est-à-dire qu'il s'incarne complètement dans ce personnage, il croit en ce personnage, il le subit, enfin il subit. Non mais Hugo, le personnage de Hugo, il a jamais vécu dans cette ville-là. Enfin, je veux dire, comme tu l'as dit, ce Rodriguez en bandana, enfin je veux dire, il est censé émaner d'une porcherie où tu payes chèrement ta vie, quoi. Donc c'est dans l'OAV, il était un peu plus enfantin parce qu'on nous montrait bien que c'était quelqu'un qui était encore un tout petit peu raccordé à une forme d'innocence, tu vois, que la ville n'avait pas encore complètement tué, et c'était de ça dont elle tombait amoureuse. Là, mais non, d'emblée, c'est un petit malin en sourire en coin, et il a des super potes trop cool. Enfin, c'est pas possible. Calme-toi, Rafik. Il y a juste un petit truc que je voulais rajouter, c'est ce sera le mot de la fin. Je ne dirai rien. Allez-y. Promis, je dirai plus rien. Non, on a parlé c'est sur la 3D, c'est que mine de rien, des films en 3D native, il y en a plus tant que ça qui sortent ces derniers temps. Et là, moi j'ai trouvé la 3D très réussie et qu'elle apportait un plus au film. Enfin, je pense qu'il faut le voir en 3D. Qui est quand même un grand directeur de la photo, fait de la 3D native. Il y a des moments quand même assez gênants. Il y a des entrées de champ un peu bordéliques. Et des problèmes avec les figurants. Et notamment, il y a la scène dans le bar où il y a des figurants qui se désintéressent complètement de la scène. Quoi. Et ça se voit presque encore plus à cause de la 3D en revanche. Mais bon. Je vais vous laisser, du coup. Ah, mais on enregistre toujours. L'émission n'est pas finie. Non, d'ailleurs, pour finir, on va faire notre petit tour habituel de recommandations. On peut rester dans les mondes respectifs de James Cameron et
peut-être pas celui de Robert Rodriguez, on n'est pas du tout obligé. Stéphane, tiens. J'aimerais lancer moi-même une pétition, si tu veux, un hashtag peut-être, tu vois, le hashtag 6 Month Anaconda Challenge. Ouais. Voilà, pour, alors je le dis très clairement, pour que Binge Audio puisse récupérer toutes vos vannes. C'est-à-dire que c'est pas comme le Dernier Challenge où on vous fait croire que, tu vois, c'est pour rigoler, vous montrer votre gueule que vous aviez il y a 10 ans, et puis votre gueule maintenant, et puis d'un seul coup, tu vois, et en fait, c'est Big Data derrière qui récupère. Oui, pour faire de l'IA. Voilà. Bah, nous, on le dit, c'est Binge Audio, c'est pour récupérer vos vannes, parce qu'il va me manquer des vannes, moi, à la fin de. Parce que c'est pas facile de le voilà. Envoyez vos vannes. Envoyez vos vannes. Alors que je vous invite, en fait, à revoir Anaconda, à créer des vannes, et je choisirais peut-être la meilleure, éventuellement, donc il faut lancer le hashtag. Sinon, bah, en fait, il faut après, comme disait Julien, il faut rendre César, ce qui appartient à César, et effectivement, la première vraie grande créature numérique absolument incroyable au cinéma, c'était Anaconda. C'était le personnage d'Anaconda. Donc, incarné par Bette Davis à la fin de sa carrière, ou Elizabeth Taylor, je sais plus. C'était une grande dame du cinéma quelconque. Très bien, bravo Stéphane. Rafik. Oui. Moi, je vais. Bienvenue. Stéphane a cité tout à l'heure. Anaconda. Il a cité Métal Hurlant. Oui, tout à fait. Comme étant une des sources en fait de cette vision du post-apo. Donc, je renverrai effectivement les gens vers la BD Jérémia d'une part, qui a quand même beaucoup irriguer ce courant et dont une Iron City semble directement sortir. C'est pas les derniers tomes de Jérémie qui sont tout pourris, mais les premiers, quoi, les vrais. Quoi. Et pour la seule et unique fois de ma vie, j'espère la dernière, inviter les gens à revoir le Valérian de Luc Besson. Qui êtes-vous? Dont les premières séquences se passent dans un proto Iron City, simplement pour montrer que Rodriguez a réussi l'exploit de faire encore plus toc que Luc Besson. Je trouve vraiment que dans le Valérian, ça marchait un tout petit peu mieux, quoi. Ça existait un tout petit à mes yeux. Luc Besson versus Robert Rodriguez. Voilà. Ton cerveau va exploser. Le vrai combat des chefs. Le vrai combat des chefs. À côté de ça, Boubacar, c'est rien du tout. David Honora. Moi je vais faire une reco en faisant le lien sur la jeune fille artificielle qui découvre son corps. Et alors j'avais recommandé il y a quelque temps un film de d'Hirokazu Koreeda, et là c'en est un autre un peu plus mal aimé, c'est Erdol. Et c'est un film dans lequel une poupée gonflable pour le sexe. Je dis ça. Pourquoi tu dis ça comme ça? Tu dis ça très très ça a l'air sale. La gêne. Non mais en fait, à quoi ça pourrait? Les gens ne le voient pas. À quoi ça? La gênance. Parce qu'il a voulu bien le prononcer avec le S, le Q, UE, tu vois, le sexe. Ouais, voilà, mais parce que c'est un peu le propriétaire de la poupée, un pervers un petit peu. Mais qui est gentil avec elle. Mais vous êtes dégueulasse. Tout ça te met très mal à l'aise, David. Mais non, bon. Et bref, elle va prendre vie et devenir une vraie femme, une vraie personne. Et le film vaut surtout pour l'interprétation de Bedona. Qui est extraordinaire, je trouve, dans ce rôle. Le film toujours extraordinaire. Ouais, mais alors celui-là, elle est vraiment, elle est forte. Et donc, le film raconte une histoire assez tragique au final, mais qui est intéressant aussi sur justement ce passage. C'est une déclinaison de plus du mythe de Pinocchio, qui vaut le coup d'être vu. Voilà. Ok. Julien. Alors j'en ai deux parce que du coup j'ai envie de rebondir sur Métal Hurlant. Je vais du coup conseiller Exterminator 17, dessiné par Unky Bilal, scénarisé par Jean-Pierre Jeunet, puisqu'on parle de Métal Hurlant, qui a été réédité il y a 2 ans. Et d'intelligence artificielle. Et moi j'aime beaucoup. C'était avant que Bilal se prenne trop la tête et croit pour un grand artiste contemporain poète. Et Jeunet qui d'ailleurs a voulu avoir les droits à un moment du manga. De Gunham. Ouais, avant de comprendre que James Cameron l'avait déjà. Et Jeunet qui a refusé que George Miller appelle son film Métal Hurlant.
Il a pas fait que des trucs bien. Hein. Non, sinon, remontons à la source. Ouais, c'est vrai. Je voulais conseiller un film. Alors, c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, je me dis, mais il doit y en avoir un autre, et en fait, j'en trouve pas d'autre. Qui est un film assez faible. Enfin, c'est pas faible, mais c'est pas un super film. Mais qui sur la femme robot, alors ça m'est peut-être très personnel, mais provoquer un trouble que j'ai pas trouvé ailleurs, qui est Ex Machina en fait. On y arrive. D'Alex Garland. Non, mais on y arrive aussi évidemment, bien sûr. Non, mais qui est Ex Machina d'Alex Garland, parce que pourquoi en fait, il y a plein de problèmes dans Ex Machina, surtout sur la fin, sur le personnage de l'inventeur et tout. Mais ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que on essaie de te provoquer un trouble érotique pour un personnage d'Android qui n'est pas qu'on te montre réellement comme Android. C'est-à-dire, il y a eu tout un travail, je crois que c'était Double Negative qui avait fait les effets spéciaux visuels, mais où on effaçait en fait le corps, on le remplaçait par des éléments mécaniques, etc. Et malgré tout, je me souviens notamment d'une scène où elle met un bas ou des choses comme ça. Il y avait quelque chose qui se crée. Et alors peut-être que les auditeurs trouveront un autre exemple, mais je trouve pas en fait d'autres équivalents. J'en trouvais pas à l'époque. Et ce côté d'exquis et de délicieux en fait dans la façon de dépeindre ça, alors que parce que c'est pas pareil en fait d'avoir un Android où on te dit c'est un Android, mais c'est une actrice qui l'incarne. Là, c'est évidemment il y a Alicia Vikander qui incarne le personnage, mais où tu vois visuellement en fait qu'elle n'est pas humaine. Et voilà, et je trouve que c'était une expérience de spectateur intéressante. Et les femmes-bots dans il y avait le clip de Björk aussi. Ah oui, mais c'était un clip, t'avais pas le même rapport. Enfin, sinon t'as Crash. Alors ça, je la connais pas, tu vois, pour le coup, mais peut-être qu'il y a. Voilà. Perrine. Oui. À toi. À moi. Non, mais j'ai envie de rebondir aussi sur ce qu'a dit Rafik, sur le fait que on sent pas la passion, en tout cas l'émotion adolescente dans le film. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a un peu manqué. Il y a qu'à la fin vraiment où le personnage, je sais pas si on peut spoiler ou pas. Enfin bon, il lui arrive quelque chose où ça me touchait un petit peu plus. Mais c'est vrai que la relation entre les deux personnages, on sent pas l'émotion plus que ça entre les deux. Et j'ai envie de citer un autre film de young adulte, de franchise young adulte, qui a été très décrié comme franchise, mais que le premier film pour moi réussit très très fort ça. C'est le premier Twilight, le tout premier Twilight. Et oui, je ne suis pas fan du tout de la saga Twilight, mais je tiens à dire que le premier film de Catherine Hardwicke arrivait pour le coup très très bien à retransmettre ce qu'était le trouble amoureux, la découverte du désir, la découverte de la passion chez une jeune fille du moins, et je trouvais que c'était pour moi la vraie grande réussite du film, peu importe après ce qu'on pense des vampires et des machins qui brillent et tout ça, c'est un peu tout naze, mais c'est vraiment tout naze, mais par contre elle arrivait par sa mise en scène à vraiment faire ressentir la perte de contrôle et le désir chez son personnage principal, et je trouvais que c'était une grande réussite dans le premier Twilight. C'est ta reco pour les 6 mois à venir là. C'est ce que j'allais dire. Maintenant tu gardes ça, Twilight. J'ai pas parlé de Dark Angel, du coup j'aurais pu parler de Dark Angel. Vous allez pas me faire ça, on va pas faire Anaconda et Twilight à chaque émission. Dark Angel avait été nourri déjà. Arrête de parler Thomas. La tête de Thomas. C'est mon émission, je fais ce que je veux. Notre temps est écoulé, merci à tous les 5, merci à Solène à la technique, à Juliette pour la préparation, Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.